Ne pas nous quitter pour autant, puisqu'il y a une phase de questions-réponses. Oui, je crois qu'on va se déplacer. Je vais inviter Tan Guillem à nous rejoindre également. Et donc des micros vont circuler, que Marlène et Agnès vont pouvoir vous passer. Et nous allons éclairer un peu plus la salle pour qu'on puisse vous voir tous. Je voudrais dire un dernier mot. Vous vous souvenez, Olivier, de ce que j'ai dit sur Tan? Eh bien, ça vous concerne également à 100%. Et à ce stade de cette conférence, je voudrais dire un grand merci à Christophe, notre gouverneur, d'avoir déniché ces deux conférenciers exceptionnels qui nous donnent une grande leçon d'humilité et qui nous permettront probablement de repartir de cette conférence meilleurs et grandis. Alors, on est au stade maintenant des questions. Voilà, attends, bouge pas. Non. Après, Charlie, je te remercie, mais la paternité ne me revient pas forcément. C'est surtout à mon équipe, notamment à Charles Coursac qui est dans cette salle. J'aimerais bien qu'il se lève. Il est où, Charles? Voilà. Je continue également à toute l'équipe, à Patrick Gauthier qui est derrière, à l'assistance. À Marlène, ici présente. Et alors c'est un petit peu en avance, mais j'en profite pour aller jusqu'au bout parce que je suis tellement émerveillé de cette conférence finalement et que ça marche tellement bien et qu'on va en ressortir, je pense, quelque chose. C'était un peu l'intérêt. C'est aussi de remercier mes gens de mon club, toutes les personnes qui m'ont aidé à construire ça. Charles également, qui a été un peu pris rapidement, mais qui a répondu à l'appel, comme tout rotarien qui est capable de répondre à l'appel, et ça c'est merveilleux. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de solliciter forcément, les gens viennent. Et ça pour un rotarien, et d'autant plus pour un gouverneur, c'est très agréable. Donc je voulais tous vous remercier par rapport à ça. J'aurai l'occasion de le refaire tout à l'heure, mais tu m'as donné cette introduction pour le faire. Maintenant, place aux questions. Donc, la première question. Bonjour, David Silban du Rotary Club de Cré-Vallée de la Drôme. Tout à l'heure, Tan, vous avez soulevé le fait que le prix Nobel avait été conçu par M. Nobel et les applications ont été aujourd'hui, l'idée est de récompenser des choses positives, sachant que M. Nobel également avait inventé la dynamite et que les applications ne sont pas toujours positives. Est-ce que dans ces développements de l'intelligence artificielle, vous voyez un risque éventuel d'utilisation négative également? C'est comme toujours, comment dire, pour moi, je paraphrase Cédric Villani, l'IA, c'est comme l'électricité, ça sera partout. À partir du moment où il y a des datas, il y a l'IA. Donc c'est comme quand l'électricité est arrivée, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, les fiacres, les cochers, etc. Donc en fait, c'est pas la techno qui est mauvaise, c'est les usages qu'on en fait. Donc à partir du moment où ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que l'IA, c'est le nourrisson qui avale toutes les datas stupidement et qui fait des statistiques. Si vous le nourrissez mal, vous l'éduquez mal, il va devenir un monstre. Donc tout dépend justement des personnes qui sont à côté de ce nourrisson, donc toutes ces machines qui calculent partout. C'est là qu'il faut vraiment avoir des gens qui sont capables de regarder ce qui se passe et de vérifier que le nourrisson n'est pas en train de devenir un monstre. Et là, on arrive à une question qui est beaucoup plus... Je pense qu'il faut démystifier le truc. Je me souviens d'avoir eu cette discussion avec des journalistes de France 3. En fait, j'aime bien faire l'analogie avec la carte bleue. Le risque zéro n'existe pas. Mais par contre, il y a des processus sociaux qui sont mis en place pour que les soucis soient contrôlables. Donc vous avez un code à 4 chiffres, vous ne le laissez pas traîner avec la carte bleue. Ensuite, si vous perdez votre carte, il y a une assurance qui permet de limiter la perte pour vous en tant qu'utilisateur. Et puis il y a aussi d'autres choses, il y a des contre-feux. On ne sait pas, par exemple, il y a eu un krach boursier en 2012 ou 2013 qui a failli prendre et qui s'est arrêté parce que les machines ont coupé l'espèce de spirale qui est en train de se faire. Donc il y a aussi des systèmes qu'on peut mettre en place pour que quand un début de machine, la machine commence à déconner, on puisse l'arrêter automatiquement. Tout ça, ce sont des choses qu'on connaît. C'est pareil pour le nucléaire, hein. Le risque zéro n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est que les usagers comme nous ici, et puis les personnes à qui on va parler, soient conscientes du rôle qu'elles ont à jouer là-dessus. Donc il ne faut surtout pas laisser l'IA aux mains des experts.
Il faut vraiment que les usagers s'en emparent. C'est comme le donneur d'alerte. C'est des gens qui peuvent dire tiens, c'est bizarre, ce logiciel a fait des choses bizarroïdes. Il faut que les gens qui sont avec vos IoT, vous êtes, vous, en fait, à l'origine de cette IA, il faut que les gens soient conscients de ce qui se passe avec ces données et soient capables de dire attention, la machine, là, tu deviens un peu obscène ou grossière, je te corrige. Donc je ne pense pas qu'il y aura forcément du mal, comme toujours. Il y aura aussi du bien. Mais c'est à nous, à chacun d'entre nous, de devenir acteur là-dedans. C'est ça, moi, le message, c'est comme pour la carte bleue. Apprenez à vous en servir et ne laissez pas traîner vos données n'importe comment. Et alors, je compléterai juste très, très rapidement, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on peut compléter par la collaboration aussi. Parce que s'il y a les dérives de ce type, il y a aussi des dérives qui sont d'un autre ordre, c'est-à-dire celle de dire je fais un algo dans le domaine de la santé et finalement il ne sert à rien ou il est dangereux. Parce que je ne suis pas médecin moi-même, par exemple, pour un ingénieur. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la collaboration est importante. C'est-à-dire que dans tous les projets de développement de solutions IA dans le domaine, par exemple, de la santé, mais je pense que c'est valable dans tous les autres domaines, il faut être très inclusif, c'est-à-dire être capable d'inclure notamment des médecins. Parce qu'il ne faut pas non plus que le résultat à la fin soit néfaste ou inutile. Donc c'est aussi cette collaboration qui va être importante. Et puis il y aura de toute façon des garde-fous, comme aujourd'hui il y a des garde-fous au niveau français, européen, sur les équipements médicaux. Aujourd'hui un équipement médical, ce qu'on appelle un dispositif médical, il y a 3 classes, enfin classe 1, 2, 2A, 2B et classe 3, en fonction de l'importance sur le monitoring des organes vitaux, etc. Et donc il y a un marquage CE ou l'approbation de la FDA aux États-Unis qui globalement doit vérifier qu'on va pas s'électrocuter avec, etc. Donc il y a aujourd'hui ces questions-là, et puis il est même question que les algos de machine learning, d'ici 1 an ou 2, soient soumis à cette réglementation et deviennent des dispositifs médicaux, en tout cas quand ils sont dans le cadre des dispositifs médicaux, c'est-à-dire du diagnostic par exemple. Et donc il faudra passer par ces mêmes process. Aujourd'hui, ça ne s'est pas encore passé en Europe, je crois. Alors, il y a peut-être des dossiers en cours, je ne suis pas aux dernières nouvelles, mais aux États-Unis, il y a eu quelques algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été validés par la FDA, qui sont utilisés dans les hôpitaux. Je crois qu'il y en a 2, 3, puis il y en a encore 5 ou 6 là, en préparation, qui sont en train d'être évalués. Donc il y a aussi aujourd'hui un cadre réglementaire et juridique. Le RGPD en est un aussi, sur l'utilisation de vos propres données. Aujourd'hui, quand on veut avoir accès aux données du SNDS, c'est-à-dire les données de l'assurance maladie, il y a un process complet, ça doit être d'intérêt public, c'est validé par un comité qui s'appelle le CERES, qui regroupe des chercheurs pour voir que le protocole et la finalité de l'étude est pertinente. Il y a des règles d'accès, on n'a pas le droit d'avoir accès à ces données pour faire de la promotion du médicament ou pour les assureurs faire des assurances variées. Voilà, ce sont des choix publics qui ont été portés par le politique et qui sont maintenant dans la loi. Là, en l'occurrence, c'est la loi de modernisation du système de santé avec l'article 193, enfin la loi 193, pardon, de la modernisation du système de santé, qui régit les droits d'accès à ces données qui sont finalement vos données et des données qui ont été financées. Cette base fantastique qui regroupe 65 millions de dossiers patients, plusieurs milliards d'actes médicaux et millions d'hospitalisations par an qui sont incroyables pour entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est soumis à un process, c'est dans la loi et donc tout ça est protégé, le secret médical est protégé, tout est anonymisé, pseudonymisé. Voilà, donc il y a quand même ces garde-fous aujourd'hui qui permettent d'éviter en tout cas un certain nombre de dérives. Tout n'a pas été pensé. Il y a des choses qui vont arriver auxquelles personne n'a jamais pensé, ça c'est certain. C'est aussi l'intérêt d'ouvrir ces données et de créer ces cercles vertueux d'innovation. Et là, il faudra accompagner ça par des démarches éthiques. Nous, sur le programme Epidemium, la première chose qu'on a fait quand on a lancé le programme, c'est réunir un comité d'éthique et rédiger avec eux une charte éthique. On s'est dit, voilà, ça c'est le cadre dans lequel le programme est opéré, c'est le cadre dans lequel tous les projets à l'intérieur du programme doivent être opérés. Ceux qui ne respectent pas cette charte éthique, eh bien, on vous coupe les accès. Enfin, en tout cas, aux capacités de calcul, etc. Donc, il faut aussi avoir installer ces cadres-là, les réfléchir, les débattre, et ce sera sans doute la meilleure manière, alors sans empêcher l'innovation, sans empêcher la progression de tout ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui et qu'on a des pays qui ont choisi de libérer les choses beaucoup plus rapidement, et donc l'innovation va beaucoup plus vite, mais voilà, il faut avoir ces enjeux en tête et s'en emparer. Effectivement, et puis en t'écoutant, je pensais à 2 autres parallèles qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est dans les années 2000, à l'époque, c'était plutôt la bagarre sur l'écologie, le bio, tout ce qui était plutôt Monsanto, ce genre de choses. Vous voyez ? Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, mais dans le domaine des data. Donc au lieu de se battre sur de la nourriture, l'enjeu maintenant, c'est la donnée au sens numérique dont tu viens de parler. Et si on regarde ce qui s'est passé quand même entre les années 2000 et aujourd'hui, vous voyez que les gens maintenant, les Français connaissent quand même bien le bio, la nourriture, en fait, l'origine des produits, on fait attention. Donc il y a eu quand même une prise de conscience, il y a eu des donneurs d'alerte qui ont alerté, il y a des gens qui se sont allés poser des questions à Monsanto.
Il y a des ONG qui ont bossé sur l'éducation populaire, d'autres qui ont travaillé sur les circuits courts. Enfin, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place. Et donc moi, je crois que d'une certaine façon, on pourrait voir arriver la même chose par rapport à la data. Et c'est dire un peu ce qui est en train de se passer. Le second point, c'est ce que disait finalement le rapport Villani. Au final, c'est que nous, en Europe, par rapport à la taille des Américains, quelqu'un le disait tout à l'heure en entrée, les Américains et les Chinois, on est tout petits. Et il postulait qu'en fait, l'IA, c'est l'électricité, mais la chance de l'Europe, ça sera d'arriver à mettre en place un cadre éthique dans lequel le citoyen reprend le pouvoir, donc l'empowerment. Parce qu'en Chine, les droits de l'homme, on sait bien ce que c'est, donc c'est une dictature par la technologie. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire évaluer. Chaque citoyen a un score avec des machines qui calculent est-ce que c'est un bon citoyen ou pas. Ce genre de truc, on ne voudrait surtout pas ça ici. Et du côté des Américains, c'est évidemment l'innovation, la rentabilité et le commerce à outrance. Donc l'Europe a une carte à jouer au milieu qui est différente. Et c'est ce que disait un peu le rapport. La France et l'Europe en particulier sont quand même habitués à travailler sur les droits de l'homme, sur la collaboration, la transdisciplinarité. Donc on a, je pense, une carte à jouer sur cette question de l'IA, sur un modèle alternatif. Merci. J'ai une autre question ici. Bonjour. C'est en complément de la question d'avant. Vous dites qu'il y a des régulations qui se font en Europe. La Chine choisit d'autres voies, les Américains d'autres. Est-ce qu'au niveau international, une sorte de Nations Unies, on va dire, de l'intelligence artificielle, de la big data, etc., est prévue et déjà en cours Voilà. Non, pas du tout. En fait, ce qu'il y a, c'est peut-être des regroupements de gens qui, de manière un peu... je pense à Laurence de Villers, qu'on connaît bien tous les deux. Il y a des scientifiques et des gens qui tirent la sonnette d'alarme et qui essaient de mettre en place des cadres éthiques pour guider un peu ce qui se fait. Mais le problème, c'est que vous voyez bien qu'avec une machine qui calcule vite, n'importe qui peut faire de l'IA. Donc il y en a partout, effectivement en Israël, en Chine, dans d'autres pays. Donc c'est juste impossible d'aller traquer tous les gens qui font de l'IA avec leur machine. Je ne vois pas comment on pourrait faire ça. Donc une sorte d'ONU de l'IA, je ne pense pas que ce soit réaliste. En revanche, il y a des regroupements. Donc il y a des groupes comme IA for All qui ont été mis en place dans le cadre de la mission Villani, des entreprises qui collaborent avec des institutions, des chercheurs, etc. Et au niveau international, il y a le CERNA, donc ce centre, cette espèce d'initiative d'éthique pour encadrer ce qui se fait. Je pense que ça sera plutôt, comme presque toujours, les communautés de gens, comme pour Linux, comme pour Ecopen ou comme pour nous avec les crabes fous. C'est des gens qui vont dire attention, ça ne va pas, là. Nous on voudrait reprendre la main. Et à ce moment-là, on va questionner les entreprises, questionner les gens qui nous font problème. Ça va être, à mon avis, un mélange de bottom-up et ensuite de certain nombre de lois que tu as mentionnées, comme le RGPD, qui pourront venir par en haut. Mais je pense qu'au milieu, il y aura toujours cette nécessité que ce soit des citoyens qui s'emparent du questionnement, qui interpellent les pouvoirs publics. Je ne pense pas que ce soit plus un truc top-down comme ça qui arriverait soudainement, je ne sais pas d'où, et avec quel moyen. Bonjour, Arthur Lopez, lycéen. J'avais une question par rapport à comment va se développer l'IA après. Et est-ce que vous pensez, parce que pour l'instant l'IA appartient plutôt à un cercle très précis de personnes qui ont des connaissances techniques importantes, et je voulais savoir si vous pensez que ça va se développer au plus grand nombre et au public et peut-être à des particuliers même. Alors, pour ma part, je suis plutôt enclin à penser que oui, et que c'est même déjà le cas. Dans le cadre d'Epidemium, par exemple, on a eu donc ces différents challenges sur la saison 2, on a eu des étudiants qui sont venus, qui n'avaient jamais vraiment fait d'intelligence artificielle. Et comme je disais, il y a des cadres de travail, ce qu'on appelle des frameworks open source, comme TensorFlow, qui sont très faciles à prendre en main. C'est-à-dire que, reprenez un peu l'histoire d'Internet. Internet, quand il fallait développer les premiers sites web, globalement, il fallait s'armer de patience, il fallait prendre un document et taper tout le code du site web, depuis le début. Ensuite, il y a eu, c'est l'histoire des langages informatiques. C'est-à-dire qu'au début, il faut tout taper. Puis après, il y a des librairies qui se mettent en place, c'est-à-dire des éléments de code qui correspondent à des fonctionnalités d'un site web. Et on a juste à copier-coller parce que ce sont des librairies qui sont open source ou dans des frameworks type Symfony, etc. Alors, je deviens peut-être un peu trop technique, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a pareil dans l'IA. C'est-à-dire que l'IA, il y a 20 ou 30 ans, il fallait tout coder. Donc ça prenait un temps fou, c'était très compliqué. Aujourd'hui, il y a des librairies, donc on prend des fonctions, on les met les unes à côté des autres, en Python par exemple, sur un algorithme prédictif, et rapidement, on a des cadres de travail qui permettent justement d'accélérer en tout cas la prise en main de ce type d'algorithme. Alors après, il y a un autre point qui est important, c'est que si on commence à faire, quand on fait un site internet, si on prend des briques qui disent bah, ça c'est une fonctionnalité qui va afficher un menu copier-coller, c'est pas très grave. Si on prend de l'IA et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière,
ça commence à devenir un peu plus grave, surtout quand c'est une application type voiture autonome ou diagnostic de médical. Mais ce qui est intéressant dans la logique open source, c'est que comme les codes et les algos sont open source, ça veut dire que tout le monde a accès à tout le détail du code. Donc ils peuvent être audités. Ça veut dire que demain, une autorité, vous, avec des compétences, vous pouvez, ou trouver quelqu'un, il y en aura toujours, pour aller auditer le code et vérifier que globalement la succession des lignes de code est cohérente et ne fait pas d'erreur. Donc l'open, c'est l'auditabilité. Donc l'auditabilité, ça veut dire aussi la confiance. Donc on a confiance parce que ça a été audité par des gens dont on estime qu'on peut avoir confiance en eux, qui ont fait leurs preuves sur des applications X ou Y. Et c'est reprendre ces lignes de code et globalement... moi, j'ai fait par exemple, j'avais une base de données là, hier, on m'a demandé d'en extraire, enfin on m'a demandé pour un rapport là qu'il fallait qu'on fasse sur le projet Ecopen d'extraire un certain nombre d'informations. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des bases, enfin des tables que j'ai d'informations. Alors il y a beaucoup de textes. J'ai pris un algo basique de Natural Language Processing, donc d'analyse de texte. Je lui ai fait faire une classification et tout de suite j'étais capable de dire globalement dans la communauté quelles compétences étaient là, pour faire quoi, est-ce qu'ils voulaient faire, est-ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'en 3 clics, sans avoir à coder l'algo, j'ai uploadé les données, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai changé 2-3 paramètres et ça m'a donné ma réponse. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dans le code. Alors ça, c'est un truc très simple. Après, il y a des choses beaucoup plus compliquées, notamment tout ce qui est le cœur de l'IA, vraiment le côté très fondamental. Mais il y a aujourd'hui beaucoup d'applicatifs. Et on a des startups aujourd'hui qui développent des solutions. Vous l'aviez avec des startups ou des grands groupes. Microsoft l'a fait avec un outil qui maintenant est devenu payant, mais qui était gratuit à l'époque. On prend une base de connaissances, on la met dans la machine, et c'est un algorithme pré-entraîné. Et après, on a un Q&A, une question-réponse. Donc, on a un petit chatbot, on pose une question, et il balance la réponse. Simplement, donc il y a des choses qui sont presque plug and play, comme on dit. C'est-à-dire qu'on se branche, on met ses informations, et puis hop, c'est opérationnel. Donc, ça devient accessible. Alors moi je rajoutais l'autre partie, ça c'est pour la réponse plutôt du geek. Comme vous avez compris, Olivier est un geek, un hacker qui sait vraiment bien coder. Moi je ne sais pas coder à part faire un wiki et des choses comme ça. Mais si vous voulez, le chiffre qu'a donné, je crois, le rapport Villani, c'est qu'il y a actuellement 15 000 personnes qui sont formées par an en data scientist. Et ce chiffre va passer à 50 000. Donc ça c'est les gens qui vont apprendre à faire ce que tu dis, les tables, etc. Donc moi n'étant pas une geek, je répondrais que ce qui m'intéresse c'est les non 50 000, c'est les autres. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez bien les machines de David Lee. Les téléphones portables, les trucs qu'on a fait, je n'ai pas raconté qu'on fait ça avec des femmes en prison à Nairobi. On sort de prison, les filles ont déjà leur business, elles sont capables de faire des téléphones avec toute une série de fonctionnalités. Donc elles ne codent pas, mais elles se servent de l'IA pour faire des objets qui sont utiles. Donc ce que je veux dire, c'est que dans l'ergonomie homme-machine, il y a énormément de choses à faire. Et je crois que pour tous les lycéens ici présents et pour toutes les personnes, c'est vraiment cette interface entre l'homme et la machine où je pense qu'il y a de la valeur à créer. Parce que si vous mettez un geek tout nu avec ses codes, personne ne comprend ce qu'il fait. Moi, je ne comprends pas. Et si vous mettez de l'autre côté, à l'autre bout, iPhone, machin, vous vous retrouvez avec un machin 500 balles. Et entre les deux, il y a quelqu'un qui va dire « Moi, je veux cette fonction-là, ça, je ne veux pas. Ça, j'enlève, ça, je simplifie. » Et au final, mon prix de la machine descend de 500 à 50 €. Donc cette interface homme-machine, je trouve que c'est là que se trouve l'avenir pour demain. Et c'est pour ça que quand je vous parle de l'empowerment, c'est de dire que si on peut le faire avec des femmes en prison en Nairobi, avec des NITS à Marseille, à Montreuil, à Roubaix, et ben demain, n'importe qui ici peut faire la même chose. C'est de comprendre que l'objet, on peut se le réapproprier et qu'on n'est pas obligé de payer des rentes à des machines qui sont toujours en panne ou qui sont trop compliquées par rapport à nos besoins. Donc pour moi, l'IA, elle est là aussi. D'ailleurs, c'est marrant, dans le truc des échecs, la combinaison la plus efficace, c'était pas la machine qui battait la machine, c'était un club d'échecs avec une jeune nana qui n'était pas niveau Kasparov, mais elle, qui travaille avec sa machine, a réussi à battre Kasparov. Parce qu'elle posait des questions à la machine, après elle demandait à ses copains dans le club qu'est-ce que vous en pensez, et l'interaction entre les deux était plus puissante que Kasparov. Donc c'est vraiment l'interface homme-machine à nouveau qui me semble vraiment importante à se réapproprier. Oui. Olivier Dugne, j'espère que dans 10 ans, on ne sera pas tous des machines en train de nous parler entre nous-mêmes, à force d'apprendre. Ma question est la suivante. L'open source, effectivement, c'est la notion du partage, c'est la base. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'un espèce de modèle mixte européen. Pourquoi ? Parce que dans les exemples que vous avez montrés de projets, vous êtes aussi, on est à coquiner avec des entreprises. Or, l'open source, en termes de modèle économique, ça contrevient à la notion de croissance que toute entreprise capitalistique doit faire. Donc, comment vous arrivez à concilier ces deux contradictions apparentes ? Oui, pardon. C'est une bonne question, parce que moi je la trouve passionnante, c'est la question des modèles économiques de l'open source. Alors les modèles économiques de l'open source existent. En fait,
Pour commencer, je vais vous dire que tout ce que vous faites sur Internet, votre smartphone, sur Internet, sur votre ordinateur, etc., 90% des serveurs, 99% des serveurs dans le monde tournent sur Linux. Linux, c'est un operating system open source. Donc ça veut dire déjà que presque tous les serveurs de la planète tournent sur un operating system open source. Il a bien fallu des gens pour le construire et il a bien fallu payer des gens pour faire tout un tas d'activités. Donc il y a des modèles. Le modèle le plus classique de l'open source, si vous prenez la gestion des bases de données, vous avez une solution qui s'appelle MySQL, qui est une solution assez classique, utilisée par plusieurs millions d'entreprises et de gens dans le monde. Ils n'ont que 15 000 clients qui payent sur 5 millions d'utilisateurs. Et pourtant, ils sont 400 employés, ils sont dans quasiment tous les pays, et c'est une entreprise rentable. Leur modèle, le modèle open source le plus classique, c'est je dépense de l'argent pour économiser du temps, ou je dépense du temps pour économiser de l'argent. C'est-à-dire que soit j'ai du temps, et dans ce cas-là, je plonge dans le code, je me plonge dans la documentation, j'implémente ma solution, et dans ce cas-là, ça me coûte rien. Soit j'ai pas le temps, ou j'ai pas les compétences dans mon entreprise, et donc je vais aller m'équiper en payant une société qui va me mettre ce logiciel open source et qui va faire ça pour moi. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui plein d'entreprises qui ont des modèles économiques, qui tournent, qui payent leurs employés, qui sont rentables grâce à l'open source. Alors ça, c'est dans le domaine du logiciel, parce que l'incentive, si j'ose dire, ce qui mobilise les gens pour contribuer dans le logiciel open source, c'est que chacun apporte une brique, mais à la fin, tout le monde récupère l'intégralité de la maison, parce qu'elle est numérique. Et dans le numérique, on fait copier-coller, on a dupliqué un objet numérique sur son bureau d'ordinateur, copier-coller, tac, on l'a 2 fois, on peut l'envoyer, et c'est gagné. Donc évidemment, chacun apporte un petit truc et il récupère tout le gros bazar. Donc c'est vraiment une mutualisation des ressources, et aujourd'hui, on a des entreprises internationales, des très grands groupes qui ont des labs open source, ils ont des centaines de développeurs qui ne font que contribuer à des projets open source parce que derrière, ils ont besoin de ça, et donc ils développent des fonctionnalités qui serviront à d'autres, qui ne créent pas forcément de la concurrence parce qu'on n'est pas toujours sur les cœurs de métier, mais il faut réinventer les métiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'open source, la valeur, elle est différente. La valeur, elle est partagée entre la communauté des contributeurs d'une solution open source, mais derrière, on peut mettre des couches de valeurs qui sont de l'expertise, qui sont du serviciel, qui sont tout un tas de choses qui peuvent trouver leur place dans la chaîne, je dirais, économique. Donc l'open source, c'est pas dire on va tout faire gratuit, parce que l'open source n'a jamais été synonyme de gratuit, il a été synonyme de code ouvert. Et puis ensuite, il y a les jeux des licences, c'est-à-dire que vous avez des licences non contaminantes et des licences contaminantes. C'est-à-dire qu'il y a des logiciels open source, vous les prenez, vous faites ce que vous voulez, et point barre. Et puis il y a des logiciels qu'on appelle donc avec des licences contaminantes, c'est-à-dire que tout ce que vous allez développer, si vous voulez réutiliser le logiciel, il faut reverser votre développement à la communauté. Et donc ça crée un cercle vertueux sur des fonctions support, sur des outils informatiques, etc. Et là, les entreprises sont quand même extrêmement créatrices pour trouver derrière toutes les couches de services. Mais vous pouvez aussi avoir sur un logiciel open source, vous prenez des logiciels par exemple de requête de données, vous avez toute la stack, c'est-à-dire toute la partie open source qui permet de faire l'indexation des données et d'aller chercher dans les données. Donc on pose une question et un peu comme un moteur de recherche. Et puis derrière, vous allez avoir toute une partie de visualisation des données. Donc si vous voulez commencer à faire des tableaux de bord, ce genre de choses, et là vous allez devoir payer un abonnement. Donc il peut y avoir aussi des modèles hybrides. Donc il y a énormément aujourd'hui de modèles. Je vous invite à lire un ouvrage qui s'appelle Open Models, qui était en français, qu'on trouve sur Internet. Si vous tapez Open Models, vous allez vite le trouver, qui a toute une réflexion, qui a fait il y a quelques années. Ils ont publié ça justement encore sous licence ouverte aussi, en Creative Commons, cet ouvrage. Toute une réflexion sur les modèles économiques. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer du modèle du brevet de la propriété intellectuelle à tout open source, mais petit à petit, on voit des entreprises comme Microsoft qui met toutes ces solutions périphériques en open source, qui gardent encore ses cœurs propriétaires, mais on a quand même beaucoup d'entreprises qui vont aujourd'hui vers l'open source, dans le domaine informatique, mais dans d'autres domaines, dans le domaine du matériel. Prenez le CERN, alors certes c'est des financements différents, mais le CERN, tout est en open source, ce qui fait que derrière vous avez des gens qui vont valoriser ça. Donc il y a plein d'exemples d'entreprises qui ont réussi à trouver leur modèle économique autour de l'open source, qui marchent d'une manière ou d'une autre. Ça peut être simplement la capacité d'un réseau de distribution, ça peut être plein de choses, mais il existe aujourd'hui des modèles open source qui sont des modèles économiques viables, et il existe des entreprises qui ont trouvé des choses très originales sur ce sujet. Alors pour ma part, pour compléter ce que dit Olivier, je vais essayer de vous donner des exemples très concrets de comment fonctionne l'open source vu de ma trajectoire en fait, d'abeille au départ, devenue crapaud.
Au départ, l'abeille, c'est le livre des abeilles et des hommes que j'ai fait avec Nicolas Hulot en 2010, qui récapitulait toute cette idée de l'open source appliquée au durable. Et en fait, quand on regarde le modèle tout simplement socratique, c'est l'idée que le théorème de Pythagore, il est libre de droit, il est ouvert, tout le monde peut le prendre, mais ça n'empêche pas que vous pouvez payer des heures de maths à votre gamin. Et donc vous payez les heures du prof de maths qui va passer 1 heure à expliquer comment fonctionne A carré plus B carré égale C carré, etc. Donc on voit bien qu'on distingue la liberté du code avec l'argent qui peut se faire. Et là, on paye du temps de personne. Et c'est beaucoup plus fructueux comme modèle parce que c'est un modèle humain. Donc c'est un peu cette idée qui était au départ dans la pollinisation des idées que j'ai emmenée jusqu'à peu près 2010-2012. Et à l'époque avec Ticket for Change, WeShare, etc. Donc, cette approche-là, on avait typiquement des entreprises qui finançaient. Par exemple, Linux a été financé par IBM, par Oracle et par des choses comme ça. Google a financé en fait une grande partie de ces logiciels aussi pour les mettre sur les smartphones, etc. Donc les entreprises s'y retrouvaient parce qu'elles ne payaient pas beaucoup pour avoir beaucoup d'innovation et surtout parce que les hackers, vous ne pouvez pas les acheter. Les hackers sont des gens très libres par essence. Ils aiment être... J'ai fait une recherche à l'époque avec un sociologue, Pekka Immonen, qui comparait ça à une éthique des compagnons. C'est comme... ça se compare aux francs-maçons. C'est des gens qui veulent d'abord être maîtres d'un code, maîtres de quelque chose virtuose. C'est ça qui les éclate. Eux, vous ne pouvez pas les acheter. Ils viendront que s'ils ont l'impression d'apporter quelque chose qui... C'est un petit peu un côté Donjons et Dragons, vous voyez. C'est un peu ça, ces mentalités des hackers. Donc, premier temps, je dirais, l'open source de cette manière-là, c'était plutôt, je dirais, le libre appliqué au logiciel libre, au durable, etc. Ce qu'on a maintenant, là, je pense qu'on a un changement de paradigme. En tout cas, c'est ce que je postule dans le livre Le Manifeste du crapaud fou, avec les 3 tsunamis. Donc, il y a l'écologie qui a toujours été là. Il y a le fake news, démocratie, où on nous gave la tête avec des choses débiles. Et puis le troisième truc, la techno, l'IoT qui est partout. Ces 3 tsunamis ensemble font que je pense qu'on est à un moment dans l'histoire humaine où on a enfin une possibilité de faire le saut quantique, de transformer les consciences. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va voir le Dalai Lama. Et ce que je constate avec les entreprises qui accompagnent les crapauds fous aujourd'hui, c'est qu'on est toujours dans cette posture de financer les gens qui vont faire le code source. C'est pour ça qu'ils nous donnent de l'argent, nous les crapauds fous, pour faire des choses. Mais au-delà de ça, je vois des grosses boîtes, je vais les nommer, les Mulliers, j'en ai parlé, Engie, Suez, pas mal de grosses boîtes dans l'informatique, ST Microelectronics. Tous ces gens se disent, en fait, moi en tant que parent, en tant que citoyen, je sens que ce monde va dans le mur, ça ne va plus. Je suis très inquiet pour mes gamins, je vois ce qui passe sur leurs écrans. Peut-être pas ici, mais à Paris, les gamins passent 4 heures par jour sur des écrans. Donc ils ont un contact avec la nature qui est complètement hors sol. Et donc les parents sont assez inquiets. Ils disent, qu'est-ce que je peux faire ? Et sur les 3 tsunamis, très souvent, le deuxième et le troisième, ça résonne. Parce que du coup, vous avez accès, vous pouvez couper effectivement l'Internet à votre gamin le soir, etc. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'être pervasif partout autour de nous. Alors que l'écologie, on pouvait dire, bon, je m'en fous, j'ai pas les moyens de manger bio, c'est trop cher, etc. Mais par contre, les écrans, les fake news, c'est partout autour de nous. Et à cause de ça, j'ai aujourd'hui principalement j'ai des discussions avec les dirigeants des grands groupes dont je viens de parler. Au niveau de N-1, N-2, c'est carrément pratiquement au niveau Isabelle Cocher, ce genre de personnes, qui nous disent, nous, à titre personnel, il faudrait que tu fasses quelque chose sur la RH. Il faut que tu nous aides à trouver des crapauds fous chez nous dans l'entreprise. Comment est-ce que nous, l'entreprise, on peut se rendre, donner du sens à cette entreprise humaine qui est le corporate. Et donc moi, en ce moment, j'ai un débat assez passionnant sur les 1600 crapauds qui sont dans la mare, qui écrivent tout le temps. C'est la question principale qu'on me pose. Tan, qu'est-ce que tu fais avec les Mulliers? Qu'est-ce que tu fais avec Rotary? Rotary, c'est pas des gens qui ont plein de thunes, t'as pas honte, etc. Je leur dis, mais non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est méchant. C'est parce qu'on a de l'argent qu'on a peut-être une obligation de rendre à la communauté quelque chose. Et donc, pour terminer, le modèle des crapauds, je dirais qu'il ne faut pas confondre le fonds d'amorçage, qui est j'investis de l'argent pour une recherche sur le cancer ou pour un code source avec David Lee sur un drone ou un téléphone portable. Ça, c'est un fonds d'amorçage. Et je paye le gars qui va me développer, le hacker, qui va me sortir en un hackathon, en 2 jours, avec 10 000 €. On a fait la semaine dernière à Aix, on était avec l'école des mines de Gardanne, 70 jeunes qui ont bossé, qui nous sortent des protos. Ça coûte entre 3 000 € pour les pizzas, ça coûtait 3 000 € en fait. Ça, c'est un fonds d'amorçage. Et c'est de l'open source. Tout ce qu'on a fait après a été libéré. Donc c'est vraiment le principe de dire, il nous faut de l'argent pour démarrer. Sur les NITS dont je vous ai parlé, le projet à 10 millions d'euros, on a besoin de 2 millions d'euros pour obtenir 8 millions d'euros de l'État. Ces 2 millions, c'est de l'amorçage. Toutes les boîtes qui vont nous filer de l'argent, ça va être, je pense, les Mulliers, peut-être quelques autres boîtes, ils ne vont pas avoir leur nom dessus pour essayer de capturer le code, mais pour nous aider à lancer les premières séries de smartphones, open source, etc., tout ce que j'ai raconté. Donc c'est vraiment important de distinguer ceux qui ont de l'argent, ce qu'ils en font. Dans l'absolu, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est le fait de garder pour essayer d'avoir des rentes sur le dos des autres. Voilà.
Bonjour, ici Charline Auger. J'aurais une question, alors elle rejoint la question précédente, c'est comment peut-on concilier au final la volonté de mettre en open source des technologies avec les droits de propriété intellectuelle, surtout s'agissant des biens, des technologies plutôt matérielles, puisque là on parlait des logiciels, des bases de données que j'arrive à concevoir de mettre en open source, mais pas s'agissant des technologies plutôt matérielles. C'est une bonne question. Alors là, on risque de rentrer un peu dans une question plus juridique. Ce qu'on met en open source dans le logiciel, alors le logiciel, c'est de la propriété intellectuelle, le matériel, c'est plutôt du droit de la propriété industrielle et donc des brevets. Donc on est sur deux registres juridiques un peu différents. Enfin, maintenant, s'il y a un juriste plus spécialisé, je serais ravi parce que je ne suis pas non plus expert, donc je vais essayer d'exprimer ma compréhension du sujet. Donc sur le logiciel, on met des lignes de code. Donc après, on va en ligne, on les télécharge et on les fait évoluer. Sur le matériel, on est sur quelque chose de différent. En fait, ce qui est open source, c'est pas le matériel construit, c'est pas le prototype ou le produit. Ce qui est open source sont les plans. C'est-à-dire que c'est la bill of material, c'est-à-dire la liste des composants, c'est les schémas, comment on construit la carte électronique, comment on construit le système mécanique, comment on construit l'enveloppe du produit. Ensuite, ces plans-là, l'idée c'est de les mettre à disposition du plus grand nombre. Aujourd'hui, vous pouvez fabriquer vous-même votre propre imprimante 3D chez vous, simplement par des plans qui sont en open source. C'est-à-dire que vous allez avoir un manuel de montage, on va vous dire, il faut aller chez un magasin de bricolage, vous achetez tac, 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 vous arrivez chez vous et vous suivez tous les tutoriels un par un, et à la fin vous avez une imprimante 3D chez vous, dont vous avez eu les plans en ligne, qui fonctionne très bien et qui peut vous permettre de faire des petits objets, une monture de lunettes, remplacer une pièce du micro qui serait cassée, remplacer une poignée de porte qui serait cassée, etc. Ou des choses beaucoup plus originales, des petits personnages de science-fiction ou des objets beaucoup plus utiles. Aujourd'hui, on a dans le domaine de la santé, par exemple, des stéthoscopes imprimés en 3D par un projet qui s'est essentiellement développé dans la bande de Gaza, là où il n'y a aucun équipement. Ils ont fait aussi l'otoscope imprimé en 3D. Il y a eu aussi les spéculums imprimés en 3D. Donc il y a tout un tas d'équipements médicaux qui sont simples, qu'on peut imprimer en 3D. Alors on rajoute derrière une petite lentille, une petite lumière, mais globalement, pour moins de 5 €, vous faites un stéthoscope ou un otoscope, grâce à ces solutions-là, ou même des prothèses sur des personnes amputées. L'impression 3D fonctionne bien. Donc c'est pas l'imprimante elle-même qui est l'objet juridique open source, c'est les plans et son mode son manuel de montage. Donc ça, c'est intéressant parce que derrière, vous avez des gens qui vont faire évoluer la machine en mettant ça en plus, ci en plus, en l'augmentant de taille, etc. Et donc petit à petit, vous allez avoir une amélioration de la solution et tout le monde va en bénéficier. Et après, derrière, si je rebondis à nouveau sur la question des modèles économiques, si demain vous avez les plans d'une imprimante 3D et que vous voulez la commercialiser, si la licence permet la commercialisation de l'objet fabriqué sur la base de ces plans open, il va falloir rentrer dans des métiers qui sont très spécifiques. Déjà, il va falloir créer une marque, être connu, reconnu. Il va falloir industrialiser, c'est un métier très spécifique. Réussir à avoir un prix qui correspond au marché, faire une étude de marché. Donc, c'est tous les métiers d'une entreprise classique. Mais aujourd'hui, prendre des plans open source qui le permettent, c'est-à-dire avec une utilisation commerciale possible, parce que parfois c'est interdit par la licence, mais si l'utilisation commerciale est possible, rien n'empêche d'en faire une marque, un produit. Enfin, typiquement, ça s'est fait dans les logiciels, mais ça se fait aussi dans le matériel, et vous en faites un produit avec une marque pour une application spécifique identifiée. Vous montez un réseau de distribution et le produit est distribué. Et ça peut tout à fait marcher si ce n'est pas incompatible avec la licence qui a été mise par les contributeurs qui ont développé ces plans et qui ont proposé ça à tout le monde. Alors, est-ce que je réponds à la question? Je n'ai pas de retour micro. Ça répond à la question? Génial, merci. Alors moi je rajoutais là-dessus une question qu'on m'a posée qui est un peu périphérique, c'était la question de est-ce que David Lee, donc le Robin des Bois chinois, il s'est pas fait attaquer par les GAFAM et toutes les entreprises parce que finalement il déconstruit les objets, il les rend pas chers, low cost et réparables par tout le monde. Et en fait l'astuce du modèle, c'est d'ailleurs pareil pour les semences paysannes, pour ceux qui connaissent le truc, c'est que on vend rien, on vend pas des produits. Donc en fait, ce qu'il fait lui, c'est qu'il partage des plans, il va décomposer une machine par rapport à la liste des composantes, les boulons, les vis, les machins, etc. Après, il met tout ça dans un système open source, et après, c'est la communauté qui s'en empare et qui décide de le construire ou pas. Donc lui, il ne vend rien, donc il n'est pas attaquable là-dessus. Moi, j'ai le droit de publier ce que je veux et les gens font ce qu'ils veulent avec ça. Donc à partir de là, c'est là que le Fab Lab est un espace intéressant. Un Fab Lab, c'est un endroit où, en apparence, il y a des machines, des imprimantes 3D, mais c'est surtout un endroit où on rencontre des bricoleurs. Et du coup, les bricoleurs entre eux vont passer une soirée avec des pizzas, etc. C'est ce qu'on a fait samedi dernier. Et on va apprendre aux autres à bricoler. Du coup, à la sortie, chacun repart avec sa machine.
Pizza bio, ouais. Et du coup, chacun repart avec sa petite machine par rapport à ses propres besoins. Et en communauté, c'est la clé, le mot-clé, c'est la communauté qui a créé l'objet. Chacun repart avec le sien, on partage les recettes, ce qui marche pas, etc. Et c'est ça le modèle économique qui fait l'alternative. Ce modèle-là, en fait, est basé sur ce que j'appelle une traction communautaire. Si vous avez une traction communautaire, c'est-à-dire au départ une cohorte de 30, et qu'ensuite il y a 3000 utilisateurs, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Parce que dès qu'il y a un truc qui tombe en panne, soit c'est l'un des 30 qui va le réparer, soit c'est l'un des 3000 qui va trouver une solution et qui va le dire aux autres. Et donc, c'est impossible d'attaquer un truc pareil. Parce que c'est que des individus qui partagent des pratiques et des façons d'être. C'est pour ça que dans ce cas-là, Davili n'a même pas besoin de déposer des brevets. De toute façon, à Shenzhen, comme c'est configuré, dès qu'il y a un truc qui sort, tout le monde l'a copié dans la journée. Donc c'est juste impossible de breveter quoi que ce soit dans ce contexte-là. Ça marche, oui. On peut compléter, avec un modèle économique. Par exemple, il y a une communauté qui est open source écologie. Donc eux, leur but, c'était de construire, donc avec des plans ouverts, tout le matériel nécessaire pour vivre. Donc la maison, comment rafraîchir sa nourriture, la faire cuire, enfin voilà. Donc globalement, on peut aller au milieu des bois. Si on a tous leurs plans, on peut à peu près construire tout son confort et le raccorder, avoir de l'énergie solaire, éolien, machin, etc. Et le type qui a monté ça, qui est un Américain que je connais un peu, on a plusieurs fois discuté, lui, il a trouvé un modèle, Yassine Yakubowicz, il a trouvé un modèle assez amusant. Il fait la chose suivante sur les impressions 3D. Donc, ils ont des plans d'imprimantes 3D en open source. Donc, il organise des workshops. Donc, vous allez demain, quand il passe, je ne sais pas s'il passera prochainement dans la région, alors lui fait ça dans le monde entier. Donc, vous allez pendant une journée, ils attendent d'avoir, je crois, un minimum de gens, ce qui paye globalement le voyage. Et en fait, lui, c'est une de ses sources de revenus. Et donc, vous arrivez le matin, les mains dans les poches, vous avez payé pour la journée. Et en fait, à la fin de la journée, vous repartez avec une imprimante 3D que vous avez construite vous-même. C'est-à-dire qu'il vous a accompagné dans la démarche, il a apporté tout le matériel qu'il a réussi à sourcer pour payer moins cher, et vous payez, je ne sais plus quoi, c'est moins cher évidemment que d'acheter une imprimante 3D, sauf qu'à la fin de la journée, non seulement vous avez rencontré des gens qui sont comme vous intéressés par le sujet, en plus vous avez construit votre imprimante 3D, c'est-à-dire que vous savez comment elle fonctionne, mais surtout vous savez comment la réparer. Donc à la fin de la journée, vous êtes devenu totalement autonome sur cette machine-là. Alors que quand vous achetez un équipement quelconque, il tombe en panne, vous êtes peut-être un peu bricoleur, on peut changer un fil, etc. Mais parfois, on est obligé d'aller s'en débarrasser et de racheter une nouvelle version. Mais là, vous avez donc construit, donc vous savez l'utiliser, la réparer, et vous avez rencontré du monde. Donc en fait, c'est un super deal. Lui, ça lui permet d'avoir un revenu pour vivre. Ça fait, je dirais, la promotion de ces logiques d'open source et de collaboration, ça crée des contacts entre les gens. En fait, tout le monde est gagnant. Donc là, il y a une démarche qui, à mon sens, est intéressante. Et nous, c'est cette démarche au sein d'Epidemium, au niveau de l'intelligence artificielle en épidémiologie des cancers, qu'on met en œuvre. On a des gens qui apprennent, qui fabriquent des algos, etc., qui les réutilisent, et puis après, chacun va les valoriser, soit dans sa start-up, soit dans ses recherches académiques, soit au contraire dans des projets associatifs, quels qu'ils soient. Donc c'est vraiment cette logique communautaire de co-création qui va faire, grâce à l'open source, qui est le garant de cette confiance dans la communauté, c'est-à-dire que globalement tout le monde est sûr de ne pas se faire escroquer quelque part, mais qui va participer à quelque chose et que tout le monde va le récupérer. Il faut accepter de jouer les règles évidemment de l'open source. Parfois on est pillé, on a des gens qui prennent les codes et qui en font un truc et puis ils ne nous tiennent jamais au courant. Et ben, c'est pas grave, il faut accepter ça parce que finalement c'est un tout petit pourcentage. La plupart sont des gens qui vont contribuer et jouer le jeu parce qu'ils savent qu'ils y ont un intérêt. Alors, ce qui est marrant, c'est que par rapport à Martin Jakubowski dont tu parlais, c'était un projet qui a démarré dans les années 2009 et on l'a vu beaucoup sur TEDx. Moi, j'ai beaucoup suivi ce qu'il disait pour m'en inspirer. Et lui, à l'époque, il faisait par exemple des tracteurs comme les Caterpillar, mais simplement en open source, donc c'est des grosses machines. Et avec le Krapoufou et Davili, on a découvert un autre truc qui s'appelle l'Atelier Paysan, qui est en France. C'est un réseau de makers qui sont en fait dans l'agriculture biologique. Et au départ, ça a démarré dans l'Isère, à Grenoble. Et c'est simplement des gens qui faisaient de la permaculture. Et puis ils trouvaient que les tracteurs étaient trop lourds. Et puis ça tombait en panne. Il faut attendre 3 semaines avant d'avoir les pièces. Et puis c'est trop gros, les roues, par rapport au sillage, enfin là où il faut passer, etc. Et donc tout à l'heure, j'ai montré une image où vous aviez des petits robots, le truc de Lausanne, vous vous souvenez ? L'Atelier Paysan, ils ont développé des mini-tracteurs adaptés à la taille des fermes permacoles. Et du coup, les roues sont plus petites, les espacements sont différents. Il y en a différents dans l'Est, parce que là-bas, c'est pour la viticulture, donc ce n'est pas les mêmes hauteurs de châssis, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce réseau, qui est un sorte de Jakubowski français en beaucoup plus petit, aujourd'hui, c'est le premier réseau mondial. Et c'est des Français qui l'ont fait, avec 4000 utilisateurs. C'était au départ 2 ou 3 personnes dans l'Isère qui ont bricolé leur petite machine. Après, les voisins sont venus les voir.
De fil en aiguille, tous les gens de la France sont venus. Donc il y a maintenant 4000 personnes qui se sont formées à cette méthode. Et ils ont réussi à le faire passer dans un système de financement professionnel, ce qui fait que la formation est gratos. Et ils vivent de ça. Donc c'est pour vous dire à quel point l'open source, ça va vite. Puisque là, on est passé du modèle de Marcin Jakubowski, qui était des grosses machines, à un truc local français, tout en right to repair, toutes les pièces détachées. Ça coûte 100 fois moins cher qu'un vrai tracteur, etc., etc. Donc vous voyez bien que dans cet esprit, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a de l'innovation, elle est partout, et elle vient de la rue. Elle est vraiment à côté de chez nous, là où les gens ont des vrais besoins. Bonjour, je m'appelle Fabrice Delpierre, je suis au Club Rotary de Privas. Je suis utilisateur de logiciels open source et je suis enseignant, j'essaie de faire comprendre ce que c'est à mes étudiants. Et en même temps, en parallèle, je vais souvent en Chine, j'y vais 1 fois, 2 fois par an pour raisons artistiques et professionnelles. Et en y allant avec un passeport biométrique, en essayant de brancher tous les VPN du monde et en traînant avec des hackers chinois, il y a des moments où on est complètement bloqué, on ne peut rien faire. Le gouvernement annonce le 18 août, on vous bloque tous les VPN, ils sont tous bloqués. Télécharger mes mails, c'est une incurie, c'est pas possible. Pour acheter un billet de train à la gare, je suis scanné, c'est bon, je peux rentrer à vélo. Et en même temps, il y a 4 caméras tous les 3 mètres. Donc, est-ce qu'il existe, et je ne me suis pas encore renseigné, ça m'intéressait, des possibilités de se connecter sur Internet en dehors des réseaux officiels? C'est-à-dire d'avoir accès à un réseau sans pour autant passer par Big Brother, en fait. Voilà. Alors, je ne suis pas expert du sujet, mais c'est une bonne question. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les réseaux mesh. Donc, c'est des réseaux pair à pair, mais peut-être vous avez entendu parler de ça. Voilà, donc les réseaux mesh, par exemple, donc ces réseaux pair à pair, en fait, c'est que donc vous prenez... c'est comme si on décidait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez Internet chez vous grâce à un routeur qui est relié avec une fibre à des intercoms et puis qui est relié, enfin voilà, donc vous avez tout un réseau qui est là. En fait, l'idée c'est qu'il y a des gens qui ont développé des réseaux parallèles, alors pour 2 raisons, soit une raison politique qui vient d'être évoquée dans cet exemple en Chine, soit pour des raisons simplement il n'y a pas autre chose. Donc l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que tous les dispositifs que vous possédez avec des petites antennes puissent être des relais de l'information. Donc ça permet de passer de l'information. Mais après, si on va dans les communautés hackers, il y a des choses encore plus originales. Vous avez par exemple en Allemagne, alors maintenant ça s'est un peu élargi sur l'Europe, des gens qui se passent de l'information complètement en dehors des réseaux, de l'information numérique. Alors comment font-ils? Eh bien c'est simple, ils ont scellé dans des murs à des endroits très spécifiques, plutôt cachés, des clés USB. Donc vous arrivez avec votre dispositif, vous connectez à la clé USB le truc, vous récupérez les informations, vous en relaissez d'autres et puis ça tourne comme ça. Donc ces sortes de boîtes aux lettres un peu numériques, voilà. Donc il y a les réseaux mesh qui sont des solutions, mais là il faut vraiment une communauté. Après sinon sur les systèmes vraiment hacking, je ne suis pas suffisamment expert, mais oui, s'il y a un côté Big Brother, il faut effectivement essayer de trouver des solutions. Non, après il y a les connexions satellites. Alors, les connexions satellites, ça marche bien. Hein. C'est ce qui se passe quand il n'y a pas de réseau. Nous, quand on était dans des zones reculées au Cambodge et qu'on n'avait pas de réseau, on passait parfois par les connexions satellites. Alors, ça devient de moins en moins cher, mais ça reste quand même... waouh. C'est-à-dire que la connexion satellite, je crois qu'on est à $1 la seconde ou la minute. Enfin bon, bref. Donc, dès lors... Et puis, c'est des très, 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 très lents débits. Donc, autant dire qu'on passe vraiment de l'information essentielle. Mais bon, qui sait, peut-être que demain, il y aura des solutions. Mais pour l'instant, les réseaux pair à pair me paraissent être assez intéressants. Alors, faire ça avec une identité crypto. Enfin, bon, ça, voilà. C'est ce que ferait Moz, mon ami hacker, lui qui est à Taïwan. Il a plein d'identités différentes, il a ses propres serveurs, donc il y a plein de pare-feux. Donc lui, effectivement, il est totalement inconnu sur le système, donc il n'est pas traçable. En revanche, il y a une technologie qui a été développée par quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre des crapauds fous, Gunther Pauli, l'économie bleue. Et c'est le Li-Fi. C'est le Wi-Fi qui passe par les lampes LED. Parce qu'en fait, une lampe LED, c'est un clignotement permanent à toute vitesse. Donc ça peut se coder comme du 0,1. Donc ça peut faire un peu comme une sorte d'Internet. C'est une technologie qui a été développée il y a peu de temps par un Français, je pense à 2-3 ans seulement. Et l'idée, c'est que n'importe quel endroit où il y a des LED pourrait devenir un émetteur Wi-Fi. Donc la RATP a commencé un test avec tous ces panneaux en LED qui sont dans les stations, parce qu'en dessous, on ne capte pas. Et donc l'idée, c'est que partout où il y a un cône de lumière, vous pourriez recevoir de l'information. Et donc c'est testé actuellement aussi dans quelques grands magasins sous les cônes de lumière. Le problème, c'est que dès que vous éteignez, ça ne marche plus. Mais en revanche, ça pourrait être une alternative, du coup safe, locale, qui pourrait être décidée par des communautés de gens ou par des entreprises pour se faire du Wi-Fi sans passer par les intercoms, etc. Donc c'est basé, c'est Li-Fi pour Light. Vous pouvez chercher sur Internet, L-I-F-I. Voilà, c'est en cours d'expérimentation.
Oui, bonjour, je voudrais vous remercier tous deux pour vos interventions et vos commentaires. Je suis Marie-Christine Natton, professeure émérite et chercheur en intelligence artificielle et ingénierie de la connaissance. Et je me permets d'insister sur ce dernier terme parce que vous parlez beaucoup de données. Bon, les données, bien sûr, les masses de données, les data scientists que vous formez, et le fait de dire partout il y a des données, il y a de l'IA. Je ne suis pas sûre qu'on fasse vraiment toujours des choses intelligentes en manipulant des données. Et je voudrais vous donner deux exemples. Un pour faire référence au jeu d'échecs que vous avez évoqué tout à l'heure, le deuxième en santé. Vous placez un hiver de l'intelligence artificielle sur les années 80-90. C'est en effet un hiver pour le traitement automatique de données brutes, si je puis dire. C'est une période où se sont passés beaucoup d'événements dans le domaine de l'intelligence artificielle, beaucoup de travaux, et notamment s'intéressant au rapport entre la machine, la connaissance et le traitement de la connaissance. Et je crois que c'est essentiel d'insister sur ce terme-là, dire la machine est à côté de l'homme, mais la machine, elle est à côté d'un homme qui pense, qui raisonne, qui a des connaissances et qui raisonne sur ses connaissances. Alors quand vous parlez du jeu d'échecs, certes, la force brute était présente, mais la résurgence de l'IA que vous placez avec Deep Blue, qui a battu Kasparov, ce genre de programme, ce n'est pas la force brute uniquement. C'est impossible qu'un système, avec nos moyens techniques, notre puissance actuelle, puisse envisager toutes les solutions et puis faire du retour en arrière en disant voilà, le parcours le meilleur pour arriver au but, c'est celui-là. Les jeux d'échecs ont suivi un certain nombre de générations dans lesquelles vous avez d'abord des informations ou des connaissances d'experts sur le jeu d'échecs, l'évaluation des positions. Vous avez des stratégies qui consistent à, par exemple, occuper une partie centrale, développer les pions de telle et telle façon. Vous avez des débuts et des fins de partie connus des programmes, et vous avez des cas qui sont associés, des cas types qui flashent lorsque le joueur est en présence d'une telle et telle situation. La force brute, ensuite, certes, la possibilité d'avoir des programmes parallèles. On peut très bien, ça existe, avoir 64 agents informatiques, 64 logiciels, chacun scrutant une case du jeu d'échecs. C'est bien parce qu'on a introduit de la connaissance d'experts humains que Deep Blue et cette résurgence est apparue. Alors, oui, on me signale de rétrécir. Dans le milieu médical, je veux simplement donner un exemple qui est de ces années-là, qui est un outil d'aide à l'établissement du traitement en radiothérapie externe développé à Nancy avec le centre anticancéreux. Ce système faisait appel à la fois à de la connaissance d'experts du domaine, cancer du cavum, un cancer particulier de tumeur à l'arrière des fosses nasales, expertise de radiophysiciens, et puis couplage avec les systèmes de calcul des doses, avec l'imagerie médicale. Et ce système fonctionne en routine, certes utilise des données pour ce qui est de l'imagerie médicale, mais est fondé essentiellement sur la connaissance initiale de spécialistes du domaine. Merci pour cette précision. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, l'idée, après, c'était pour moi pas forcément tout à l'heure de rentrer dans tous les détails, mais je suis d'accord, enfin, 100%. Je ne sais pas trop quoi répondre. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Et de toute façon, derrière un ordinateur, quel qu'il soit, il y a des êtres humains qui les ont développés, qui ont installé une architecture, qui ont entré les données et qui ont cherché à identifier une finalité pour la machine de faire ceci ou cela. Non, mais tout à fait. Ouais. Merci pour ce complément. La dernière question. Oui, alors François Duval, bonjour. Je vais essayer de faire court, donc un peu caricatural, mais vous m'en voudrez pas. J'ai du mal à voir l'articulation entre le geek et l'éthique. Alors, pour prendre un exemple, on peut en faire des armes, c'est plutôt une comparaison, on peut faire des armes avec cette technologie. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas que les gentils qui vont utiliser les armes. Si les gentils se bloquent avec des critères d'éthique, ils vont peut-être être vite dépassés.
Une autre comparaison, on parlait tout à l'heure du fait qu'on ne voyait pas encore toutes les conséquences de ce qui pouvait arriver. Il y en a peut-être une qui va être la perte d'influence des gouvernements, des pouvoirs étatiques et des choses comme ça. Si on veut établir une éthique, il faut que quelqu'un la fasse respecter. Qui le fera? Et puis après, le dernier corollaire, c'est les applications dans tout ce qui est le monde financier qui nous crée quelques soucis en ce moment. Voilà. Comme on a peu de temps, je vais essayer de répondre rapidement sur la question du geek et de l'éthique. N'étant pas moi-même geek, mais travaillant beaucoup avec des geeks, en fait je suis geek quelque part. Mais Thinkerview, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo que j'ai faite au mois de mai, qui a été vue par 120 000 personnes. C'est typiquement des geeks, des hackers qui étaient derrière ça. Pour moi, le hacker est une posture absolument essentielle de la société. C'est celui qui est capable de comprendre le code et d'ouvrir les boîtes noires. C'est-à-dire que si on n'avait pas de hacker, le risque maximum serait qu'on soit tous manipulés par des choses qui sont tenues par quelques entreprises ou quelques décisionnaires sans qu'on soit jamais capable de savoir ce qu'il y a dedans. Donc heureusement qu'il y a des Pythagore et heureusement qu'il y a des Socrates et des hackers qui sont capables d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a dedans. Le problème des hackers, c'est qu'il y a des hackers blancs et des hackers noirs. Thinkerview, en l'occurrence, c'est beaucoup de hackers noirs qui disent donc le but c'est comme de sauver l'humanité, mais eux ils préfèrent faire sauter des banques ou sauter des gouvernements pour que ça avance, quand les hackers blancs, plutôt de mon côté, sont dans le côté constructif, positif, pour essayer d'utiliser cette compétence au service d'un meilleur pour l'humanité. La question de l'éthique, si vous voulez, elle est fondamentale, mais si on regarde vraiment ce que c'est que l'éthique, il y a trois types d'éthique. Il y a l'éthique d'intention, dans laquelle on dit mon intention c'est de faire ceci ou cela, est-ce que c'est bien ou pas. Ensuite, il y a l'éthique conséquentielle, la conséquence de ce que je fais c'est ça ou ça, et c'est pas ce que je voulais faire, mais je regarde ce qui se passe au final, donc je suis responsable de ce qui se passe. Et la troisième éthique, c'est celle que je dirais déontologique. C'est-à-dire que par rapport à une pratique, à un métier ou à un hacker, je sais quelles sont les règles que je dois respecter. Donc moi, dans le bouquin, j'ai vachement travaillé là-dessus avec Cédric pour essayer d'expliquer les choses aux gens simplement. C'est pas à nous de dire aux gens t'es éthique ou tu l'es pas. L'éthique, c'est par rapport à des gens qui vont être impactés. Est-ce que ces gens sont pris en compte dans la discussion, le développement qui doit se faire? C'est pour ça que pour moi, l'open source et les hackers, c'est la seule solution par rapport à l'IA. Donc je ne vais pas vous dire qu'on va gagner. C'est comme la Force, Luke Skywalker, Star Wars. Il y a des Jedi qui sont bien, des Jedi qui passent de l'autre côté. C'est l'histoire de l'humanité, malheureusement. Donc voilà, moi je vous dirais juste geek et éthique, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'on est geek qu'on n'est pas éthique. Et au contraire, s'il n'y avait pas de hacker, je pense qu'on serait vraiment très très mal. Et peut-être pour compléter sur l'aspect éthique et qui va faire appliquer l'éthique, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle d'un gouvernement de faire appliquer l'éthique. Je pense que le rôle d'un État, c'est de voter des lois et de faire appliquer les lois. Et je pense que loi et éthique sont deux sujets différents. La loi, c'est la loi. Et l'éthique, c'est variable, à la fois dans le temps et dans l'espace. Prenons un exemple qui me vient en tête. Prenons un exemple sur les études et recherches impliquant la personne humaine. Donc quand on veut faire une étude impliquant la personne humaine, il faut déposer son étude à ce qu'on appelle un comité de protection des personnes, CPP, qui en fait, juridiquement, donc le CPP, il est défini. Il faut qu'il y ait tant de personnes qui ont tel profil, mais la loi ne dit pas ce qu'elle doit faire. C'est à eux, en leur âme et conscience, de se réunir en comité d'éthique et de dire cette étude, oui, non, voilà ce qu'on ferait évoluer, est-ce qu'on l'autorise, est-ce qu'on ne l'autorise pas. Donc, pour moi, il y a vraiment une différence entre l'éthique et la loi, et même si on va un peu plus loin, et la morale, qui est encore autre chose, qui est plus sur le temps long, etc. Mais vraiment, l'éthique, c'est aussi une prise de position de responsabilité. Alors oui, effectivement, ça peut être un frein à certaines innovations parce qu'on a une éthique différente ici que dans d'autres pays, mais sur d'autres points, elle va être aussi différente ici et favoriser d'autres choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue vraiment rapidement dans le temps et qui est différent d'une zone géographique à l'autre. Si j'ose dire, de la France, l'Allemagne, c'est pas la même éthique en santé. Après, il y a des choses harmonisées juridiquement et donc sur le point de vue de la loi au niveau européen. Mais après, effectivement, l'éthique chinoise et l'éthique française ou européenne va être différente parce que les histoires sont différentes, mais on va pouvoir faire des choses que eux ne pourraient pas faire et inversement. Donc, typiquement, l'exemple, je veux dire, nous, on peut plus facilement aller accéder sur Internet, accéder à tous les sites, partager la connaissance. Eux vont être plus bloqués, mais en même temps, ils vont pouvoir faire du clonage beaucoup plus facilement parce qu'ils ne vont pas avoir tous les processus. Alors après, la loi bioéthique et puis tous les processus éthiques qui vont être derrière. Enfin voilà, moi, c'est l'élément de réponse que je donnerais sur cette partie-là. Le sujet est d'engendrer des frustrations de la part de ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions. Alors d'une part, leur ouvrage est en vente à l'entrée, vous pouvez l'acquérir, et puis éventuellement pendant la période d'échange, pendant le repas, vous pouvez échanger avec eux également sur les questions que vous n'avez pas pu poser. Donc j'invite maintenant Thierry Bonhomme
et notre gouverneur, Christophe Vignon, pour une courte intervention sur les YEP. Et ensuite, donc, vous aurez, mais il n'a pas encore affiché, je me suis trompé la dernière fois, vous avez donc jusqu'à 13h45 où nous reprendrons la séance. Pas pour longtemps. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christophe et le district d'avoir organisé cette conférence ici au Palais des Congrès et surtout de nous faire découvrir Tan et Olivier parce que c'est une rencontre incroyable. D'ailleurs, en rentrant tout à l'heure cet après-midi, je vais acheter 4 ventouses et une pour chaque membre de ma famille. Promis juré. Donc c'est pour moi l'occasion de vous présenter à tous notre action qui est exposée ici même au Palais des Congrès. Donc nous, Tan et Olivier, à notre niveau, on a commencé à faire de l'intelligence collective. En fait, on s'est associé à 7 clubs de la région, donc Romans, Porte du Soleil, Drôme-des-Collines, Saint-Péray-Tournon, Annonay, Valence-Mistral et Valence. Le but, c'était d'aider des malades de Parkinson. Donc, en gros, les aider à vivre avec leur maladie, parce qu'on ne va pas les soigner. Donc, on avait organisé un spectacle ici au Palais des Congrès grâce à David et Mylène avec Michel Bernier. Ce sera le 15 décembre. Les places sont à la vente. N'hésitez pas. Et aussi, on a eu l'idée de faire une exposition de lithographie. Donc, à la base, 3 artistes allaient faire des lithos. On allait pouvoir les vendre aussi au profit des malades de Parkinson. Dans les 3 artistes, on avait un malade de Parkinson. Et là, il y a eu un peu de magie qui s'est opérée. Ils nous ont proposé de venir aussi avec des malades tout simples, pas artistes, pour faire aussi des lithos. Donc, en gros, on a fait notre open source avec des malades de Parkinson qui sont venus faire des lithographies. Et aujourd'hui, l'exposition, c'est des œuvres d'artistes ou des œuvres faites par des malades. Donc, en gros, grâce à l'open source, on a permis à des malades de Parkinson de devenir artistes. Et ils seront toujours artistes même après, quoi. Ces œuvres sont exposées ici, vous pouvez en acheter, vous pouvez vous inscrire pour la soirée du 15 décembre. Et surtout, pendant la pause, nos jeunes du Rotaract, donc le Rotaract, c'est une des actions du Rotary, une bonne astuce pour faire rentrer des jeunes au Rotary plus tard. Ces jeunes du Rotaract vont vous proposer des tickets de tombola. Et les lots de tombola seront notamment des œuvres faites par des artistes ou par nos malades. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à acheter des tickets, vous rendrez service au Rotary, vous rendrez service à l'action au profit des malades de Parkinson. Et merci encore à Christophe et à vous. Bon appétit.